Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé dans le cadre du Salon Go 2024, la 13e édition de cet événement dédié à la création et à la reprise d'entreprise. Je suis Laïchnam Maeva, conseillère en création et reprise d'entreprise à la Chambre du commerce et de l'industrie de la Moselle. Et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet clé de la création d'entreprise, à savoir l'étude de marché. En seulement 10 minutes, nous allons découvrir ensemble l'importance de définir vos segments clients et d'analyser la concurrence. Ces étapes sont essentielles pour bien positionner votre offre, mieux comprendre vos clients potentiels et mettre en place une stratégie commerciale efficace. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat que vous trouverez en haut de cet écran dans la bulle Q et R. Nous y répondrons à la fin de la session. Je vous rappelle également que cette visioconférence est enregistrée et sera disponible sur les chaînes YouTube de la Chambre du commerce et de la Chambre des métiers pour ceux qui souhaiteraient la revoir. Sans plus tarder, commençons cette présentation. Je vous souhaite une excellente session. Tout d'abord, le marché. Qu'est-ce que l'étude de marché? En fait, c'est une étape fondamentale de l'élaboration d'un business plan. L'étude de marché est une démarche essentielle pour toute entreprise, qu'elle soit en phase de création ou déjà en activité. Elle permet de comprendre les besoins des consommateurs, d'identifier les tendances du marché et d'analyser la concurrence. Il existe deux grandes étapes dans l'étude de marché. On a tout d'abord l'étude macroéconomique. Elle concerne le contexte externe à l'entreprise, à savoir tous les éléments généraux, de l'économie, les tendances sociétales, la politique, etc. Et de l'autre côté, l'étude microéconomique, qui, elle, concerne l'environnement interne, c'est-à-dire l'analyse de votre entreprise avec vos clients, vos concurrents, fournisseurs, etc. Ces deux étapes vous aideront à vous positionner sur votre marché et à définir vos stratégies commerciales. Le contexte externe. Alors, il s'agit, encore une fois, de tous les facteurs extérieurs qui peuvent avoir un impact sur votre activité. Ces facteurs sont nombreux et ils se regroupent en plusieurs catégories. Vous avez l'environnement économique, donc tout ce qui concerne la croissance, le taux de chômage, l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat que nous avons connu récemment, notamment. Ça peut concerner, par exemple, tout le contexte économique qui peut avoir un côté favorable qui pourrait inciter à des investissements. D'un autre côté, une crise économique peut réduire les dépenses des consommateurs. Forcément, l'économie va modifier nos tendances. Par exemple, forcément, un contexte défavorable va nous emmener, par exemple, à acheter plus d'occasions. Ça va baisser notre enveloppe budgétaire en termes de loisirs, etc. Ça peut avoir un impact sur l'activité que vous souhaitez entreprendre ou sur l'activité que vous avez déjà. De l'autre côté, nous pouvons avoir aussi tout ce qui est environnement politique et légal. Il est important de se concentrer sur la réglementation et les lois en vigueur, tout ce qui est politique environnementale, toutes ces réglementations qui vont avoir un impact sur votre activité. Par exemple, les lois plus strictes sur l'environnement, par exemple, peuvent influencer votre chaîne de production. Toutes les réglementations auxquelles vous devez vous conformer, vous devez pouvoir les connaître avant de vous lancer. Il y a un environnement qui est très important, c'est le socio-culturel. Il va s'agir des tendances, d'accord? Tous les comportements et les valeurs des consommateurs. Par exemple, la montée en puissance du bio ou du local dans les habitudes d'achat. Les tendances évoluent et les tendances d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et elles ne seront pas non plus celles de demain. Il faut pouvoir se poser à l'instant T et évaluer les tendances actuelles pour justement s'inscrire et répondre aux demandes de la tendance actuelle. Il est important également de tenir compte de l'environnement technologique, l'innovation technologique, l'évolution technologique, d'accord? Forcément, on a connu actuellement, par exemple, l'émergence de l'intelligence artificielle, qui a modifié nos méthodes de recherche, mais du coup, qui a un impact aussi sur toutes les entreprises. Cela peut être un levier de développement, mais aussi ça peut être une menace si vous ne suivez pas les évolutions. Il faut toujours s'inscrire dans une évolution, être toujours à jour à la page. Et de même, aussi pour tout ce qui est environnemental, l'environnement écologique qui va concerner les préoccupations environnementales, les tendances vers la durabilité et les exigences écologiques croissantes. Cela permet finalement, lorsque j'étudie mon contexte externe, de mieux comprendre l'environnement de l'entreprise, anticiper les changements
et surtout identifier les opportunités et les menaces, d'accord? Et d'élaborer des stratégies adaptées pour assurer une compétitivité et surtout votre durabilité sur le marché. Le contexte interne. Alors maintenant, passons à ce contexte interne qui est l'analyse des facteurs directement liés à votre entreprise. Donc cette étape permet de recueillir des informations spécifiques et pertinentes sur le marché cible afin de mieux cerner les opportunités et d'adapter la stratégie commerciale en conséquence. Donc il s'agit principalement d'identifier vos concurrents. Qui sont-ils et quelles offres proposent-ils? Vos clients. Qui sont vos clients actuels et surtout vos clients potentiels? Vos fournisseurs et partenaires. Qui va vous aider à fabriquer vos produits ou à proposer vos services? Cela comprend l'évaluation de la fiabilité des fournisseurs, forcément, d'accord? Je vais travailler avec un fournisseur, je dois pouvoir déterminer sa fiabilité, la qualité de ses produits et de ses services, les conditions de paiement et la relation que je vais avoir avec ce fournisseur-là. Donc, il est important notamment de pouvoir faire des devis, des comparatifs avant de me lancer. De même pour vos distributeurs. Comment vos produits arrivent-ils sur le marché? Donc les intermédiaires, tels que les distributeurs, les détaillants, les grossistes, peuvent avoir un impact significatif sur la distribution et la commercialisation des produits et services de l'entreprise. Donc leur efficacité, leur portée, et leur relation avec l'entreprise doit être évaluée dès le départ. Donc finalement, tous ces éléments influencent votre stratégie et influencera la stratégie même sur le long terme et va vous permettre de mieux comprendre où est-ce que vous vous situez par rapport à votre environnement immédiat. Donc, qui sont vos clients? Définir vos segments de clients est une étape clé pour mieux comprendre et cibler votre marché. Mais qu'est-ce qu'un segment de client? Un segment de client, c'est une catégorie de personnes qui partagent des mêmes caractéristiques, des caractéristiques similaires, que ce soit en termes de besoins, de comportement d'achat, restrictions à l'achat, processus d'achat, en termes de préférences, etc. Donc, une même catégorie de personnes qui partagent des mêmes caractéristiques similaires. L'objectif de cette segmentation est de mieux comprendre les besoins et comportements de vos différents types de clients, afin de leur proposer une expérience finalement sur mesure, de mettre en place une stratégie qui va répondre directement à leurs besoins. Donc la clé pour optimiser la pertinence de vos actions marketing et in fine améliorer vos performances. Donc voici les grandes étapes pour y parvenir. Alors, on doit pouvoir connaître son segment de client et comment le faire? Alors, il peut y avoir plusieurs segmentations. Par exemple, une segmentation démographique, ça veut dire pouvoir diviser son client selon des critères comme son âge, son sexe, donc le genre, la situation familiale. Par exemple, vous pouvez cibler des clients jeunes et urbains ou des familles avec des enfants en fonction de l'âge, du sexe, du revenu. Donc, plus vous connaîtrez votre client, plus vous pourrez répondre à sa demande. On peut aussi segmenter géographiquement. Donc, forcément, ça peut être l'intérêt et d'ajuster votre communication et votre proposition de valeur aux spécificités locales, par exemple. En fonction des régions, des zones urbaines ou rurales, vous pouvez adapter votre offre en fonction des particularités locales. Mais surtout en termes comportementaux. Cela inclut l'analyse des habitudes de consommation, comme les préférences de marque, comportement d'achat, etc., etc. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que plus je vais étudier mon client, plus je vais comprendre ce dont il a besoin et surtout ce qu'il ne veut pas, mieux je pourrai mettre en place une offre qui sera adaptée à sa demande. Et on parle de un segment de client égale une offre. D'accord? Donc, une fois que j'ai identifié les segments de clients, vous pouvez développer une offre spécifique pour chaque segment. Cela implique de concevoir donc des produits et des services qui répondent aux besoins et aux préférences spécifiques de chaque groupe de clients, ainsi que des stratégies donc marketing et de communication adaptées pour atteindre efficacement chaque client. On n'a pas qu'un segment de client, généralement on en a plusieurs, on peut aller jusqu'à 2, 3, on va dire. Donc j'adapterai ma communication et ma stratégie opérationnelle selon le segment de client que je vais capter. Donc ça va permettre de mieux comprendre à qui je vais vendre, comment je vais vendre et quoi vendre. Qui sont mes concurrents? Donc une fois que je connais mes clients, il est temps de s'intéresser à mes concurrents. Il est essentiel d'analyser les concurrents directs et indirects de l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'un concurrent direct? Ce sont ceux qui offrent exactement le même produit ou service que moi. C'est-à-dire, par exemple, si j'ouvre un magasin de prêt-à-porter, mon concurrent direct sera un magasin de prêt-à-porter de la zone géographique où je vais me cibler.
De l'autre côté, j'ai le concurrent indirect. Donc, c'est celui qui propose pas le même produit, mais qui va répondre aux mêmes besoins. Donc, par exemple, toujours sur mon exemple du prêt-à-porter, ça va être la grande surface. La grande surface va proposer la vente de vêtements, mais le corps de son métier, de son activité, à la base, c'est pas la vente de prêt-à-porter, ça va être la vente alimentaire. Donc, finalement, elle va répondre aux mêmes besoins, mais elle n'a pas la même activité à la base. Mais pour autant, ça reste un concurrent. Donc, cela implique de comprendre, lorsque je fais mon étude sur mes concurrents, leurs produits ou services, leur stratégie de tarification, forcément pour savoir sur quelle tarification je vais devoir me situer, les avantages concurrentiels qu'ils ont et aussi forcément leurs forces et faiblesses. Donc, pour analyser vos concurrents, il est important de répondre à plusieurs questions. Quel est le profil de leur clientèle, leur segment de clients? Quel prix pratiquent-ils? Pour pouvoir, encore une fois, pouvoir adapter mon tarif. Où sont-ils localisés? Et quelle est leur politique commerciale? Quelle est la politique commerciale? C'est-à-dire les services qu'ils proposent, la fidélisation, la relation client qu'ils ont, hein, donc ce côté proximité ou non. Et donc finalement, cette étude de la concurrence va vous permettre de déterminer donc les forces et faiblesses de vos concurrents pour ajuster votre propre stratégie opérationnelle. Donc finalement, l'idée, hein, c'est de faire au moins la même chose qu'eux, mais surtout, c'est de pouvoir faire mieux qu'eux. Donc, elle aide à repérer des opportunités pour vous différencier, anticiper les nouvelles tendances du marché et fixer vos prix compétitifs. Donc, en observant les actions des concurrents, l'entreprise peut identifier des segments de marché, par exemple, qui sont peu exploités, hein. Je fais mon étude sur mon concurrent, je me rends compte qu'il travaille très peu sur le marché là, donc pourquoi pas me lancer sur ce marché qui est une opportunité. Et ça permet aussi de réduire les risques en ajustant ses choix en fonction de l'évolution du secteur. Donc, encore une fois, l'objectif est de mieux se positionner sur le marché pour être plus compétitif et améliorer sa rentabilité. En conclusion, l'étude de marché vous aide à analyser les besoins des clients, donc les segments de clients, vérifier que votre projet est réalisable. Si pendant l'étude de mon contexte externe, je me rends compte que l'activité que je souhaite exercer n'a pas de marché, elle n'est plus tendance, c'est terminé, c'était une tendance qui était avant, mais plus aujourd'hui, que l'économie n'est plus dans ce sens-là, je sais déjà que ce n'est peut-être pas réalisable. Ça permet également de prospecter de futurs clients. Quand je vais étudier mes clients, selon les moyens que j'ai mis en place, ça me permet déjà d'atteindre des premiers clients. Ça me permet de connaître les points forts et les points faibles de mes concurrents, donc pour ajuster ma stratégie opérationnelle derrière. Ça me permet également de tester et ajuster votre projet avant de le lancer. Et surtout, ça permet de confirmer votre choix de votre activité. Donc finalement, pour conclure, l'étude de marché est un outil essentiel de prise de décision pour les entreprises, car elle permet de réduire finalement les risques, hein, et d'optimiser les chances de succès en identifiant les meilleures opportunités et en anticipant les obstacles potentiels. Donc en analysant à la fois les aspects macro et micro du marché, l'entreprise peut prendre des décisions stratégiques et élaborer des plans d'action efficaces pour atteindre leurs objectifs commerciaux. À savoir que les chambres consulaires, donc notamment la chambre du commerce et la chambre des métiers, peuvent vous accompagner pour l'élaboration de votre business plan. Et comme j'ai expliqué en début de cette vidéo, l'étude de marché fait partie de l'élaboration du business plan, donc on peut vous accompagner dans cette démarche. Est-ce que vous avez des questions? Je vous invite à poser vos questions dans la mesure où nous avons fait le tour sur les différents points. Nous avons une question de Lucas. Il nous demande comment, en pratique, on fait une étude de marché. Alors, il y a plusieurs choses, hein, donc vous pouvez très bien le faire à titre personnel, c'est-à-dire que vous pouvez très bien demain démarcher des futurs clients. Donc, vous allez, par vos propres moyens, si vous voulez par exemple ouvrir un commerce, hein, en ville, vous faites des flyers ou vous démarchez, vous allez à la rencontre de personnes que vous croisez pour leur demander leur habitude de consommation sous forme de sondage, hein, ça peut se faire en ligne également.
et ça se fait très régulièrement. Je sais que nous, à la Chambre du commerce, on a régulièrement des porteurs de projets qui mènent des sondages, ils font des questionnaires, ils les mettent en ligne. Il y en a certains qui font déjà en amont des pages Facebook pour créer leur projet, pour voir si finalement il y a un engouement derrière. Et c'est très intéressant parce que finalement, ça permet aussi de se motiver, de se rendre compte que derrière, il y a une réelle demande. Donc parfois, ça peut être intéressant de mettre en place des sondages. Il y a des sondages en ligne qui sont gratuits. Ça vous permet voilà, de pouvoir déjà façonner votre offre avant même de vous être lancé. Alors là, je vois qu'il y a une question de Laetitia. Je vois pas la question, je vois qu'il y a marqué Laetitia. Là, j'ai une autre question qui arrive. Je vais juste patienter encore pour avoir toutes les questions. Comment faire la concurrence peut être locale et nationale? Je suis formatrice en anglais pro, je suis en concurrence avec tous les organismes de formation, mais aussi les pros et les réseaux sociaux. Alors, il faut étudier le tout. C'est-à-dire que par rapport à votre activité, hein, forcément, qui, on va dire, n'a pas de frontières, hein, si on pourrait dire ça comme ça, il est important de prendre en considération, en fait, autant les avantages et les inconvénients des concurrents sur la globalité. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme l'idée du e-commerce, hein. Avant, je faisais le parallèle avec les magasins de prêt-à-porter. Aujourd'hui, finalement, la concurrence, elle est partout. Elle est partout sur les plateformes. Aujourd'hui, même en général, hein, le plus grand concurrent et un peu le concurrent de tout le monde, je dirais, c'est Amazon, hein. Donc finalement, il faut pouvoir étudier les forces et les faiblesses dans la globalité de chacun de vos concurrents. Donc c'est de pouvoir déterminer déjà l'impact finalement et les tendances, hein, de vos consommateurs, des futurs clients. Si le client finalement, il a plus tendance à aller sur le côté national, à l'échelle nationale, c'est-à-dire sur les réseaux ou du moins sur Internet, c'est pouvoir répondre à la demande sur la globalité et pouvoir après déterminer plutôt à l'échelle locale quels vont être les besoins de mes consommateurs à l'échelle locale pour pouvoir répondre aussi à leurs demandes localement. Quand on a un peu une activité sans frontières comme ça, il est important de pouvoir vraiment cadrer tous les avantages et inconvénients pour pouvoir mettre en place une offre qui réponde à toutes ces demandes-là. J'espère avoir répondu efficacement à votre question. Nous avons Mehdi qui demande: bonjour, est-ce que la première étape de l'étude de marché doit se faire à grande échelle? Combien de sondages devons-nous réaliser en moyenne? Alors pour la première étape de l'étude de marché, c'est-à-dire l'étape, hein, du contexte externe de l'activité, généralement l'échelle elle est nationale, d'accord? C'est-à-dire qu'au départ, je vois au niveau national comment se porte mon activité, d'accord? Donc c'est des recherches et des études que je peux très bien mener à titre personnel. Sur internet en trouvant des sites qui sont fiables et qui me permettent déjà d'avoir des premières données. À savoir aussi que vous pouvez très bien, acheter une étude. Il y a des bureaux d'études, hein, je sais qu'en tout cas à la chambre du commerce notamment ou du moins dans les chambres consulaires, vous avez des bureaux d'études qui vous permettent justement avec des données, hein, qu'ils ont de présenter, une étude un peu plus précise, sur l'activité que vous avez. Donc ça mais par contre c'est une étude qui est payante. Mais après, à titre personnel, vous pouvez très bien mener des études du contexte externe, hein. Combien de sondages devons-nous réaliser en moyenne? Donc pour l'étude interne, on va dire. Alors ça va dépendre de vous, d'accord? Il y a pas de juste nombre de sondages, hein, je dirais. C'est à vous déjà de pouvoir mettre sur papier les questions qui vont être pertinentes, c'est-à-dire pouvoir déterminer un questionnaire qui va répondre en fait aux différentes questions, aux différents besoins finalement des clients et pouvoir leur demander si l'offre que vous allez proposer va s'inscrire dans la réponse ou du moins à leurs besoins. Donc après, il faut pouvoir entre guillemets poser tout ça sur papier et encore une fois, nous, on peut vous accompagner également, hein, dans le cadre de l'élaboration du business plan, sur les petites idées aussi, pour répondre, de façon pertinente aux besoins, hein, de vos futurs clients et mener une campagne en termes de sondage qui puisse être pertinente.
Nous avons également Laetitia. Il faut environ combien de personnes interrogées pour que ce soit crédible? Encore une fois, il n'y a pas de nombre précis. C'est sûr que si vous posez la question à 2 personnes, je pense que vous doutez bien que ça ne sera pas pertinent, mais il y a pas de frontière, encore une fois. Du moment que vous faites ça sur internet, sur les réseaux ou que vous vous rendez, dans la commune où vous souhaitez, exercer votre activité, faites le maximum en fait de demandes de sondage. D'une certaine façon, même pour vous, ça vous permettra de vous rassurer, de se dire voilà que j'ai 100, 200, 300 personnes qui ont su répondre à ma demande. Donc, ça me permet déjà de me rendre compte peut-être éventuellement combien de clients je vais pouvoir capter. Donc, plus vous en faites, mieux ce sera. Ève qui demande des spécificités aux entreprises de conseil. Je ne comprends pas la question. Quand on est une entreprise de conseil, peut-être, hein, vous me direz si c'est de ça dont vous voulez parler. Quand on est une entreprise de conseil, bah, généralement, ça va dépendre déjà, le segment de clients que vous allez avoir. Est-ce que ça va être des particuliers? Est-ce que ça va être des professionnels? Est-ce que je vais proposer, une offre qui soit en présentiel? Est-ce que ce sera, en au niveau numérique? Est-ce que ce sera en visioconférence? Voilà, en fait, finalement, c'est pouvoir déterminer déjà, où est-ce que vous allez, travailler, hein, et finalement, du coup, quelle va être la portée de votre offre? Et selon la portée de votre offre, éventuellement mener une étude qui soit plus ou moins large. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure en répondant à la question de Lorenza, si vous proposez votre offre sur tout le champ national, bah, forcément, va falloir brasser un peu plus large et proposer, forcément une offre qui soit adaptée, à tous, hein. Concernant Mehdi, donc pour identifier un besoin, on va plutôt regarder des études réalisées au niveau national ou à l'aide de bureaux d'études. Ensuite, pour vérifier si notre solution répond aux besoins, on va réaliser des sondages plutôt à notre niveau en allant voir des potentiels prospects. En fait, si vous voulez, au départ, c'est vraiment l'étude du contexte externe qui va être déterminante parce qu'encore une fois, elle permet déjà dans un premier jet de nous dire, voilà, je m'inscris vraiment dans la demande. C'est-à-dire qu'actuellement, au niveau du contexte, c'est favorable économiquement, c'est favorable au niveau socioculturel, au niveau politique, etc. C'est favorable. Après, vous pouvez très bien mener une étude du contexte qui soit locale, hein, d'accord? C'est-à-dire que voilà, ça va dépendre de l'activité que vous exercez au niveau local. Les tendances ne sont pas les mêmes, que ce soit à Paris ou que ce soit à Sarreguemines ou que ce soit voilà, dans le côté urbain ou le côté au niveau des villes. On n'a pas les mêmes habitudes de consommation non plus. Donc, tout va dépendre en fait où est-ce que vous allez vous inscrire. Donc, au niveau national d'un premier jet et puis après au niveau local aussi pour savoir si ce que vous proposez répond à la demande des consommateurs dans laquelle vous allez vous inscrire. Et après, forcément, oui, dans un second temps, faire une étude sur vos clients, vos concurrents. Et donc, forcément, c'est pouvoir étudier voilà, directement le marché qui va vous entourer. Au niveau de la zone de chalandise, voilà, comment vous allez vous situer, quels vont être vos concurrents, vos clients, faire des sondages pour connaître le client au maximum et puis pouvoir derrière mettre en place une offre qui réponde à ces demandes. Donc forcément, encore une fois, ça pourra être déjà des potentiels clients du moment que vous leur avez posé des questions, qu'ils ont peut-être déjà mordu, on va dire, à l'hameçon, lors de votre demande de sondage et puis finalement derrière, peut-être des potentiels clients qui viendront, acheter chez vous ou du moins prendre votre offre, ouais. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions. Encore une fois, hein, si jamais, pour clôturer cette séance, hein, maintenant qu'on arrive à la fin, je vous remercie vivement, hein, pour votre participation active et pour vos nombreuses questions. Je vous rappelle que le Salon Go continue tout le long de la semaine, hein, avec encore de nombreuses visioconférences sur des sujets variés. Et si vous êtes de la région, n'oubliez pas que le salon est également ouvert en présentiel ce vendredi 22 novembre de 9h à 17h, donc à la Chambre des métiers de Metz. Ce sera l'occasion de nous rencontrer en direct, de pouvoir discuter un peu plus de tous ces éléments-là, éventuellement. Et donc la CCI et la CMA restent à vos côtés pour vous accompagner dans la réussite, hein, de vos projets. Nous vous souhaitons donc une très bonne continuation dans votre parcours entrepreneurial et un excellent Salon Go.